Bonjour Monsieur Maréchal, merci beaucoup d'avoir accepté notre interview. On va commencer rapidement par une petite présentation de votre parcours. Ouais. Qu'est-ce que vous avez fait avant d'arriver directeur de NC-Cube? Hmm. Donc, un directeur d'école, en fait, c'est un enseignant-chercheur, généralement. En tout cas, c'est quelqu'un qui a vocation à enseigner. Donc, me concernant, ben, j'ai été ingénieur de l'école il y a 87, je suis sorti. J'ai continué en thèse parce que j'avais un gros intérêt avec certains enseignants qui m'avaient vraiment inspiré pendant toute ma formation. Donc j'ai continué en thèse, j'ai passé ma thèse en 91, il y avait à l'époque encore un peu le service militaire. Donc ça. Et après, bah, j'ai souhaité intégrer le laboratoire, donc devenir effectivement enseignant-chercheur, maître de conférence, puis professeur. Durant ce parcours-là, en fait, j'ai fait comme de nombreux enseignants de l'école, j'ai pris des responsabilités en formation, en recherche. J'ai eu un parcours aussi à l'étranger. Un parcours en entreprise. J'ai passé en fait 2 ans à la fois en entreprise et à l'étranger. Et puis, au fil du temps, bah, je me suis rendu compte que les volets management m'intéressaient de plus en plus. Et mes premières expériences, ça a été directeur adjoint d'un laboratoire de génie électrique en 2007. En même temps, je suis devenu directeur de l'Institut Carnot, Énergie du futur. Donc l'Institut Carnot, c'est un groupement de laboratoires qui est destiné à transférer de la recherche vers les entreprises. Et donc, en l'occurrence, c'était un assez gros institut, environ 2000 personnes. J'ai conduit cette opération jusqu'en 2014, début 2014. Et dans le même temps, en fait, il y avait un troisième volet. Donc j'étais directeur adjoint de labo, directeur d'Institut Carnot. Et le troisième volet, c'était constructeur du bâtiment Greenair. Enfin, voilà. Donc j'ai passé de 2008 à 2013 en pilote de projet Greenair. Voilà. Voilà, donc ça c'est un peu l'histoire. Cet Institut Carnot que j'avais piloté depuis sa création, en fait, parce qu'il a été créé en 2007, et donc jusqu'en 2013, c'était ses 7 premières années d'existence, a bien fonctionné, mais à un moment donné, je me suis rendu compte que j'étais peut-être... il fallait que je passe le relais, en fait, parce que bah, on donne beaucoup, et puis quand on sent qu'on n'a plus forcément beaucoup moyen de faire progresser, je pense qu'il faut passer le relais. C'est ce que j'ai fait en 2014. Et c'est le moment où, en fait, le poste de directeur d'école s'est libéré. Et c'est vraiment un fruit de hasard, mais j'avoue que la carrière d'un ancien chercheur, c'est souvent fait comme ça, d'opportunités qui ne sont pas forcément planifiées. Et j'ai pris la fonction de directeur d'école à ce moment-là, 2014, jusqu'en fin 2018. D'accord. Et du coup, c'était quoi votre ambition en arrivant Dans en l'école. 2014 dans l'école? Alors, effectivement, quand on prend un mandat de directeur, on vient avec un projet et puis une ambition, par ailleurs. Et en fait, l'école, en 2014, allait déménager, elle était encore sur le campus. Il y avait un grand bouleversement sur lequel j'avais déjà pas mal travaillé, puisque, en fait, en conduisant le projet Green Air, eh bien, il y avait toute cette opération de conduite du changement, mais ça, c'était une première ambition, c'était déjà de mener cette opération de déménagement dans de bonnes conditions. Alors ça paraît simple comme ça, mais en réalité c'est très compliqué. Conduire le changement, c'est sans doute ce qui est le plus compliqué. Et puis en même temps, il y avait aussi un problème de timing, c'est qu'on recevait le bâtiment en juin 2015 et qu'on devait tourner, être opérationnel en septembre 2015. Donc il y a 25 000 mètres carrés à déménager, des manips, enfin voilà. Bref. Donc la première ambition, c'était tout simplement arriver à faire tourner l'école dans de bonnes conditions dans ce nouveau bâtiment. Mais évidemment, l'ambition ne s'arrêtait pas là. Et il y avait un certain nombre d'autres ambitions. Alors, il y avait en fait un projet qui s'articulait autour de un volet développer la formation, un volet rayonnement de l'école, un volet organisation et un volet animation du quartier. Voilà. Alors, il y a des choses qui sont assez classiques, hein, je ne vais pas forcément revenir là-dessus, mais une école, bien sûr, l'idée principale, c'est que les étudiants sortent avec un bon diplôme,
qu'ils aient envie de venir à l'école, qu'ils sortent avec un bon diplôme et qu'à la sortie, les entreprises soient contentes de pouvoir les embaucher. La particularité, je pense, de l'école NCCUB, c'est qu'elle travaille sur des sujets qui dépassent le cadre étudiant, stricto sensu. Elle travaille sur le sujet de l'énergie, de l'eau et l'environnement. Donc c'est des sujets qui concernent tout le monde et qui, en plus de ça, comment dire, sont sur des trajectoires de transition extrêmement rapides dans laquelle on sait que le problème technologique va vite être rattrapé par des problèmes de comportement. Et donc, si on veut mener cette transition correctement, en fait, il faut autant travailler sur les usagers que sur les techniciens. Et du coup, en arrivant, vous aviez une ambition bien particulière qui visait la formation des étudiants même, en rapport avec ça? Alors, l'ambition en rapport avec ça vis-à-vis des étudiants, c'est que les étudiants deviennent acteurs. Alors, acteurs, de leur formation, ça c'était le premier point. On pourra en revenir si vous voulez, mais pouvoir choisir, parce que choisir égale envie, égale peut-être plus de facilité, en tout cas plus de résultats. Et puis acteur aussi vis-à-vis de l'extérieur. Et le mot que j'ai utilisé à l'époque, et je pense qu'il est encore d'actualité, c'est l'école doit être un acteur socio-économique. Socio-économique, ça veut dire qu'on interagit avec l'ensemble des gens qui nous entourent, que ce soit de simples particuliers, le grand public, des jeunes dans les écoles, ou des associations, ou d'autres. Et cette notion d'acteur socio-économique, c'est bien dire que finalement la matière première principale de l'école, qui sont les étudiants, vont pas être là juste pendant 3 ans pour obtenir un diplôme, mais vont pendant leur mandat et pendant leur durée à l'école commencer à porter des idées, discuter, interagir. Et ça, du coup, concrètement, comment ça s'est mis en place Alors, comment ça s'est mis en place? Le choix de Green Air n'est pas complètement au hasard. On est sorti du campus pour aller vers la ville. Et c'est peut-être un peu réducteur de dire ça, mais le campus, c'est pas un lieu où on rencontre des gens autres que des étudiants ou des enseignants. C'est un lieu qui est un lieu, quelque part, un peu hors du monde, parce que c'est un lieu où il y a finalement que des universités et des lieux d'enseignement et de recherche. Quand on se met en ville, en fait, on est en face de tout à chacun, le grand public, et puis aussi les entreprises, et puis le tissu associatif, et le monde socio-économique d'une manière générale. Donc faire ce choix-là, c'est déjà une possibilité d'ouvrir. Après, l'autre point, c'était de dire, finalement, on a un super bâtiment, et ce super bâtiment, il peut recevoir plein d'événements, il peut faire plein de choses. On l'a conçu pour ça. C'est aussi le projet qui était derrière la construction du bâtiment, c'est d'être un lieu d'ouverture. Un lieu d'ouverture pour le public entrant, parce que, en fait, un bâtiment universitaire normalement constitué, personne n'y va. Un lieu d'ouverture pour le grand public, et puis un lieu d'ouverture pour les étudiants. Et donc, pour faire cette ouverture, il fallait amener de la diversité, donc ça c'était le premier élément au sein de l'école, renforcer en fait tout ce qui est diversité culturelle, ça veut dire en fait très clairement faire passer le nombre d'étudiants étrangers de 12-15% à 25%, ça c'est un objet de diversité. Et ça, du coup, c'est une réussite actuellement? Je pense que c'est une réussite, oui, actuellement c'est le cas. Et puis le deuxième élément d'ouverture, c'était de dire, on va faire en sorte que ce lieu accueille des événements en relation avec nos thématiques, et que ça soit un lieu où tout à chacun peut venir organiser ce type d'événement. Donc, aider les associations quand c'est des associations étudiantes qui peuvent faire ça, et envoyer des messages de ce type-là à l'ensemble des partenaires de l'école, que ce soit les futurs résidents de la presqu'île, que ce soit les collectivités territoriales ou les entreprises. D'accord, donc votre mandat arrive bientôt à court, là. Ouais. Et avec un peu de recul, vous pensez que, de manière générale, toutes ces ambitions-là ont été une réussite ou sont encore en cours de validation? À la fois le déplacement du bâtiment, mais aussi l'ouverture des élèves et la diversité. Alors, moi, je pense qu'on a beaucoup progressé. Une réussite, j'ai pas envie de me prononcer là-dessus. Il y aura sûrement un moment de bilan, mais on a beaucoup progressé.
l'année dernière, dans le bâtiment Greenair, il y a eu 270 événements organisés. Ce qui veut dire en gros plus qu'un tous les jours ouvrables. Alors dedans, il y a plein de choses. Il y a des thèses, parce qu'on est un lieu de science. Donc il y a une 50aine de thèses qui ont été soutenues dans le bâtiment. Il y a des conférences, des congrès. Il y a des événements de partenaires. Et il y a des événements liés à la vie de l'école. Les événements associatifs ont été, je crois, majoritaires, autour de 60-70, voilà, une 50aine de thèses, plus des conférences, des congrès, etc. Donc ça, oui, ça a été une réussite, parce qu'on n'a jamais fait ça auparavant. Vous pourriez rapidement nous décrire les types de catégories que couvrent ces événements, par exemple si c'est technique, ou plus politisé, ou plus restitution de recherche? En fait, on a un peu tous les types d'événements. Alors, on a effectivement de la science, parce que... Alors, la limite de l'exercice que j'ai fixé dès le départ, c'est que les événements qui peuvent se passer dans Greenair ont un lien avec les thématiques de l'école. Si ça n'a pas de lien, il n'y a pas de raison de les accueillir, il y a d'autres endroits pour faire ça. Et en plus, le deuxième élément, c'est qu'éventuellement, ça peut brouiller l'image. On est ici sur un lieu qui est dédié à un certain nombre d'objets, de thématiques, et on essaye de bien se focaliser. Donc, effectivement, il y a eu des événements scientifiques, parce qu'on est adossé, vous le savez, et on est tous enseignants-chercheurs, donc ça veut dire que la moitié de notre temps est consacré à faire de la recherche avec des partenaires industriels pour la plupart du temps. Il y a eu beaucoup d'événements liés aux activités associatives, et là, on essaie de rendre le maximum de services aux associations, quitte à ouvrir le week-end, le soir, etc. Et puis, majoritairement, les autres événements ont été des congrès et des conférences. Voilà. Vous parliez d'association. Pourquoi avez-vous développé cet aspect-là associatif de l'ANSECUB qui est un petit peu à part par rapport aux autres écoles d'ingénieurs? Quelle est votre volonté? En fait, bon, d'abord, les associations ont toujours existé, je pense, dans l'école, avec peut-être un degré moindre, mais ça, je suis pas tout à fait à même d'en juger, parce qu'aujourd'hui, on ne sait pas mesurer, en fait, le niveau d'engagement dans la vie associative. Par contre, pour moi, ce qui est tout à fait clair, c'est que l'étudiant doit être acteur. Ça, c'est vraiment important. Et c'est quelque chose qui me porte depuis très très longtemps. Moi-même, j'ai toujours réussi ce que j'aimais faire, et évidemment un peu moins bien ce que j'aime moins faire. Voilà. Et je pense que ça, c'est... pour tout à chacun, c'est vachement plus facile si on croit à ce qu'on veut faire, on comprend pourquoi on le fait, et on sait dans quel sens se diriger. Donc, être acteur, une des manières d'être acteur, c'est éventuellement de faire cette activité associative au-delà des associations typiques qu'on trouve dans les écoles d'ingénieurs, qui sont les BDE, les BDA, etc. Il y a bien plus que ça, et vous le savez bien, en termes d'associations et de potentiel associatif au sein de l'école. Donc, il y avait cette activité-là. Alors, je me souviens de la création du CVLEC, de la création d'EPIS, qui date pas d'aujourd'hui, qui est déjà fort ancienne. Mais c'est vrai que cette dynamique associative, elle est extrêmement présente dans l'école. Et à la limite, mon rôle, c'est essentiellement de la soutenir. Parce que vous n'avez pas besoin de moi pour créer les associations. Les associations, elles sont créées en préfecture. Moi, ce que j'essaie simplement de faire, c'est que ces associations, elles aient une vie un peu durable, qu'elles puissent simplement exister dans le temps, faire leurs preuves, et puis quand il y a besoin d'ouvrir ce qu'on sait faire, c'est-à-dire un peu de finance des réseaux, on va essayer de le soutenir, ou par le biais du patrimoine. Donc il y a cette notion de étudiant engagé, étudiant acteur, à travers ce tissu associatif, et je pense que c'est une réussite de l'école. Donc après, dans quel sens ça va? Est-ce qu'on est en train d'avoir de plus en plus d'étudiants engagés dans les associations, ou est-ce que c'est quelque chose qui finalement reste stable? Nous, ce qu'on pense aujourd'hui, c'est qu'on a à peu près 50% des étudiants qui, de près ou de loin, et c'est là où est la difficulté, sont dans des associations de ce type-là. Des associations qui essaiment, qui des fois meurent, se regroupent, mais qui vivent dans tous les cas, et qui, ce 50% est un chiffre
qu'on estime comme ça à la louche, et quand on vous interroge pour vous dire mais combien vous avez de membres dans vos associations, la réponse n'est pas toujours si simple que ça. Voilà, il y a des membres actifs, il y a des membres qui sont inscrits mais qui ne sont jamais là. Donc voilà. Donc je pense qu'on est effectivement atypique par rapport à d'autres écoles sur cet engagement étudiant, et je pense que c'est une force de l'école, et vraiment ma mission c'était de la renforcer autant que possible, parce que c'est un levier pour l'apprentissage. C'est un levier pour l'apprentissage, c'est ça qui est important. Et du coup, ce levier, il est peut-être pas équilibré entre tous les élèves, puis il y a des élèves qui sont très investis, d'autres qui le sont moins, et du coup, vous, comment vous concevez les élèves qui sont moins investis, comment on réussit quand même à les rendre acteurs sans ce cursus? Je pense que voilà, le cursus associatif, c'est très exigeant, en fait. Effectivement, il y a des élèves qui sont très investis, voire dans plusieurs associations, et qui des fois même, quelque part, vont trop loin. C'est-à-dire que le volet scolaire qui existe est plus maintenu, hein. Donc ça, on essaie d'être vigilant par rapport à ça. Mais cet investissement, il demande d'être à l'aise dans ses études, en fait. Alors, on a la chance ici d'avoir des étudiants plutôt brillants, qui sont à l'aise avec tout ce qui est les matières enseignées dans l'école. Donc, il y a aussi cette capacité pour eux de faire, au-delà des 8 heures, 18 heures de cours, un investissement associatif au-delà de ces horaires-là. C'est pas gagné, enfin, c'est pas évident. Ça demande vraiment une envie de faire. Il y a d'autres élèves qui n'ont pas cette possibilité-là parce qu'ils se mettraient en danger, et globalement, ils le savent. Donc voilà, ils n'y vont pas. C'est une manière de se préserver. Et puis il y a des élèves qui vont se dire, mais bon, c'est pas moi et c'est pas maintenant. Et pourquoi pas? Et on va pas passer par imposer ce genre de pratique, parce qu'en fait, c'est juste l'opposé de ce qu'on a envie de faire. Ce qu'on a envie de faire, c'est que vous choisissiez. Donc, pour choisir, il faut le faire par son cœur et par ce qu'on met comme sens derrière. À 20 ans, vous pensez pas que les choix peuvent être des erreurs des fois? Par exemple, les listes sont pas présentes, et beaucoup d'étudiants font les listes et vont pas s'investir dans une association, et du coup vont pas avoir ce côté être acteur que vous voulez défendre. Et est-ce qu'il n'y a pas un petit côté de déception par rapport à ça? Non, mais il y a pas de déception. Il y a un engagement sur les listes qui est quelque chose qui peut prendre beaucoup d'énergie, qui en même temps amène aussi un regard sur l'organisation d'événements, sur la pratique de management, sur créer une équipe, voilà. C'est une forme d'engagement, et il faut qu'il y ait cette diversité. Enfin, franchement, et puis, à 20 ans, si on fait pas des erreurs, je sais pas quand on les fait, quoi. Et ce droit à l'erreur, on l'a tout le temps, tout le temps. Donc, y compris quand on a 50 ans, on a encore le droit à l'erreur. Le droit à l'erreur, c'est surtout le droit de faire, le droit de tester et le droit d'apprendre. Donc, voilà, oui, on n'a pas un modèle unique d'étudiant, et tant mieux, quelque part. Peut-être la difficulté, c'est est-ce qu'on arrive à mettre dans ces associations l'ensemble des étudiants non francophones de l'école? Et ça, c'est un sujet qui revient assez souvent. On voit qu'aujourd'hui, cette barrière-là, qui est une barrière plus culturelle, a tendance à baisser un peu, sans s'estomper complètement. Donc il y a encore cette barrière entre les étudiants qui sont issus de classes prépa, qui connaissent l'école par le bouche à oreille, etc. Et puis les étudiants qui viennent de l'étranger, qui ont plus choisi une formation et qui découvrent quelque chose qui est peut-être au-delà de ce qu'ils imaginaient. Il y a ça, et puis il y a, comment dire, le fait que tout ça, ça demande du temps. Donc il faut être très modeste dans les résultats. Voilà, on fait un mandat c'est 5 ans, et au bout de 5 années, il y a des choses qui auront bougé, et puis il y en a des choses qui auront à peine évolué. Il faut juste se souvenir que quand vous rentrez à l'école, il vous faut 3 ans pour sortir. Donc c'est 3 ans le temps de latence, entre quelque chose qu'on injecte au début et qu'on retrouve à la fin. Donc voilà, un mandat, c'est à la fois long et court. Et les résultats, il faut les mesurer aussi à ce regard-là.
D'accord. Vous parliez tout à l'heure des entreprises, le fait Ouais. que l'espace est ouvert à Greenair. Ouais. Et l'NCCube a beaucoup de partenaires Ouais. avec le monde industriel. On se demande quels sont les rôles de chacun, les contreparties, et en quoi pour l'NCCube c'est un avantage, et en quoi pour les partenaires c'est un avantage. Oui. Alors, en fait, on forme des ingénieurs. La plupart des ingénieurs sont destinés à aller travailler dans l'industrie. Pas que, hein, on peut aller travailler à des tas d'autres lieux et éventuellement complètement décalés par rapport à la formation initiale, mais majoritairement, à 90 et quelques pourcents, on va former des ingénieurs pour l'industrie. Donc ce lien avec l'entreprise, il est non seulement naturel, mais obligatoire. Nous, on est des enseignants-chercheurs qui, certes, avons peut-être parfois des parcours en entreprise, peut-être aussi beaucoup de relations avec des entreprises dans le cadre d'activités de recherche, mais on ne vit pas l'entreprise au quotidien. Donc il faut bien qu'on amène cette culture-là au sein de l'école. Donc la meilleure manière de l'amener, c'est effectivement de vous faire rencontrer le monde de l'entreprise dès votre arrivée, en fait. Donc, naturellement, comme pour toutes les écoles d'ingénieurs, eh bien, on essaie de créer des passerelles entre vous et éventuellement de futurs employeurs pour que ça vous permette de vous positionner. Parce qu'en fait, dans notre cycle de formation, la première année, c'est réellement vous aider à vous positionner. Vous arrivez d'un cursus qui parfois vous a un peu orienté, parfois pas du tout. Et vous avez besoin de ce temps de position. Le positionnement, il est quand même relatif dans le sens où les entreprises qui peuvent avoir les moyens de créer des partenariats avec l'école sont peut-être aussi des grands groupes, par exemple. Donc comment on peut diversifier cette ouverture? Je vais y venir. Hein. Effectivement, quand on crée deux types de relations, plusieurs types, mais en tout cas deux grands types de relations avec les entreprises, ce qu'on appelle les parrains, et c'est sous mon mandat qu'on a initié ce volet-là. C'est généralement des grands groupes parce que, ou en tout cas des entreprises qui ont le scope de l'école. Et ça, il n'y a pas beaucoup d'entreprises qui ont cette largeur de ce périmètre d'action. Parce que sinon, ben, on focaliserait sur un domaine au détriment des autres. Donc il faut qu'on arrive à ouvrir. Donc c'est généralement des grands groupes, mais ça peut être aussi des grands groupes de bureaux d'études. Et auquel cas, on n'est plus sur des tailles de 50 000 employés ou plus, mais sur des tailles d'une dizaine de milliers d'employés. Et du coup, concrètement, un parrainage, ça implique quoi comme type d'échange entre l'école et l'entreprise? Alors, en fait, un parrainage, c'est une co-construction entre l'école et l'entreprise. Une co-construction qui, au départ, est basée sur les valeurs réciproques. Ça peut peut-être vous surprendre, mais la première chose qu'on échange, c'est quelles sont vos valeurs, en quoi elles correspondent à nos valeurs, et quels sont les secteurs sur lesquels vous travaillez. Déjà, il faut qu'il y ait cette adéquation-là. Si on ne travaille pas sur les mêmes secteurs, les mêmes valeurs, on ne va pas faire un parrainage parce qu'on sera en décalage. Le deuxième élément d'un parrainage, c'est quels sont vos moteurs en termes d'entreprise et quel profil d'étudiant vous recherchez. Et est-ce que nous, on est en mesure de... est-ce que ça correspond, encore une fois, au profil d'étudiant qu'on a? C'est le deuxième élément. Puis ensuite, on crée tout un tas d'événements autour de ça. C'est quasiment tout le temps du sur-mesure. On n'a pas de parrainage type qu'on déroule comme ça en se disant tous les ans on va faire ça, même si les événements qu'on crée sont des événements qui peuvent être recyclés avec d'autres parrains, mais à chaque fois qu'on crée un parrainage, on rebelote l'ensemble et on dit ben voilà, faisons cette rencontre entre votre entreprise, notre école, les secteurs, les valeurs, le profil des ingénieurs que vous employez. Mais est-ce que du coup le parrain a un droit de regard sur le programme? Il peut modifier le programme? Non. En fait, ce qu'on peut avoir dans un parrainage, enfin la question elle est judicieuse, hein. La limite de l'exercice 1, c'est que le parrain ne peut pas, comment dire, truster une promotion. Ça, c'est pas possible. Ça, c'est la loi qui l'encadre, on ne connaît pas trop le... C'est notre pratique. Et quand on décrit le parrainage, la première chose qu'on explique aux futurs parrains, c'est la diversité des entreprises dans l'école.
Et de toute façon, ça serait pas bon d'avoir quelque part quelqu'un qui explique que la seule entreprise dans laquelle on peut rentrer en sortant de l'école, c'est la sienne, parce que je pense que ça créerait autant de rejets que d'adhérence, que d'adhésion. D'accord? Donc, on maintient cette diversité. Et puis, le deuxième élément, c'est que sur la formation, on peut croiser des éléments. On peut se dire, grâce à ce parrainage, je vais me renforcer sur tel volet de formation, et ça existe. Il y a des moments où on sait que sur tel ou tel sujet, eh bien, le parrain va nous aider à co-construire de la formation. Mais ça, c'est logique. C'est un enrichissement pour nous. Donc on le regarde comme un enrichissement. Mais pas plus que ça. La formation, elle se crée dans des comités ad hoc qui sont le conseil de l'école et la commission de perfectionnement et d'orientation. Et jamais avec le parrain en direct. Et du coup, qui c'est qui siège à ces deux comités? Alors sur le conseil de l'école, ben, c'est une représentation élue des personnels, tout type, des étudiants et des partenaires extérieurs de l'école, dans lequel il y a effectivement un certain nombre d'entreprises, grands groupes, PME, collectivités. Et sur la commission de perfectionnement et d'orientation, ce sont essentiellement des académiques, donc des gens qui sont universitaires comme nous, et un certain nombre d'intervenants extérieurs, mais qui sont en moins grand nombre, et qui sont des gens qui peuvent nous éclairer utilement sur des sujets. Par exemple, on a fait un comité de perfectionnement sur le numérique. Eh bien, on avait besoin d'avoir des entreprises du domaine du numérique, parce que c'est bien mieux quand on va à la source des informations. Et du coup, tout à l'heure, vous nous disiez que vous alliez revenir du coup sur les entreprises qui sont moins du coup groupées, voilà, moins grosses. Et du coup, comment elles interagissent avec l'école et comment elles ont leur place aussi pour. Alors, en fait, on crée un forum des entreprises, et dans ce forum des entreprises, on a aujourd'hui une cinquantaine d'entreprises. Donc, c'est un forum qui est assez dense. Il y a dedans à peu près toute typologie d'entreprise, depuis les PME, les bureaux d'études, jusqu'aux sociétés d'ingénierie et les grands groupes. Donc c'est une première manière pour ces entreprises d'accéder à nos étudiants. La deuxième manière, c'est évidemment à travers les offres de stage. Et puis la troisième chose, c'est que moi, en tant que directeur d'école, en fait, je fais beaucoup de contacts et de rencontres avec les entreprises. J'ai une autre fonction qui est vice-président du pôle Ténardis, qui est aussi un lieu de réseautage. Réseautage, ça veut dire rencontrer du monde et puis essayer de trouver les opérations qu'on peut conduire ensemble, à deux ou à plus de deux. Et en fait, ma fonction principale, quasiment, c'est d'aller voir ces entreprises, de sentir quels sont les besoins des entreprises, qu'elles soient grandes ou petites, et d'adapter notre formation au regard de ces nouveaux besoins s'il y en a. Le dernier point sur lequel on essaye de s'adresser aux autres entreprises que les grands groupes, c'est les projets industriels. Et les projets industriels et collectifs, enfin les projets qu'on fait en deuxième année, en fait, la première cible, c'était les PME. L'idée, c'est de dire, dans ce type de structure, généralement, le bureau d'études est moins peuplé, moins pluridisciplinaire, et peut-être que des étudiants peuvent rendre des services totalement pertinents vis-à-vis de ce genre de structure, et amener par la pluridisciplinarité des parcours qu'on a dans l'école, une équipe qui va être capable d'aborder les sujets qui sont les problématiques que se pose la PME. Et sur les projets industriels qu'on traite aujourd'hui, il y a quand même pas mal de PME qui viennent nous voir. On va changer un petit peu de thématique. Ouais. On va aborder la politique. Est-ce que vous pensez que la politique a sa place, de manière générale, dans une école d'ingénieur et dans l'éducation? Alors, en fait, c'est un sujet où derrière le mot-clé politique, on peut mettre pas mal de choses. Voilà. Donc on peut mettre des partis politiques, par exemple. On peut mettre les représentations
syndicats éventuellement, et on peut mettre le choix politique ou la décision politique. La décision politique au sens, il y a un certain nombre d'élus qui prennent des décisions au titre de leur mandat collectif. Voilà. Donc, ma position, c'est que, étant sur des sujets où le politique est extrêmement comment dire, impactant et pilotant, eh bien, le politique est le bienvenu à l'école. Le politique au sens large, ça veut dire celui qui va prendre la décision, qui va essayer d'infléchir cette décision, qu'il soit en action aujourd'hui ou qu'il soit simplement en réflexion. Donc le politique, il a une place, et je pense qu'on l'a fait, on l'a rendu présent au sein d'un certain nombre d'événements dans l'école, pour nous expliquer quelles sont ses positions vis-à-vis de la transition énergétique, la transition écologique, la gestion des ressources, etc. Et du coup, au point de vue des élèves même, est-ce que les élèves doivent se politiser au sein de l'école ou est-ce que ça serait plutôt à l'extérieur? Alors, la limite de l'exercice, pour moi, c'est rester dans une certaine neutralité vis-à-vis de la diversité des représentations politiques. On est un lieu d'ouverture, de diversité culturelle. Moi, je ne souhaite pas qu'on soit attaché, affilié, qu'on porte une image qui soit particulièrement adossée à tel ou tel parti politique. Voilà, ça me perturberait profondément. Mais après, comme étant donné que les domaines d'énergie et de gestion de l'énergie à travers le monde sont quand même très politisés, est-ce que de la même façon que les entreprises, on peut avoir un large panel d'entreprises, on pourrait pas avoir un large panel de formation politique pour les élèves ingénieurs? Est-ce que ça aurait sa place dans une école ou est-ce que... Moi, je pense que le choix de faire partie d'un parti est de l'ordre de la sphère privée pour l'élève. Voilà, je le vois comme ça. On a accueilli au sein de l'école des élus, alors, souvent de l'agglomération grenobloise, donc il y a dedans une certaine diversité de partis, mais voilà, on a accueilli des élus, mais le choix de, comment dire que l'étudiant, on essaye de l'inciter à prendre position dans un parti politique au regard de ces enjeux qui sont les nôtres, je pense que ça appartient à la sphère privée. Et si on parle de l'éducation à la politique de l'énergie, c'est-à-dire les impacts si on développe des centrales thermiques à charbon, l'implantation, les enjeux énergétiques derrière, est-ce que cela peut être envisagé d'être mis dans un programme ou vous pensez que c'est aussi la sphère privée? Non, pas du tout. Ça c'est la décision politique. Quand on fait un double diplôme avec Sciences Po, c'est qu'on pense que cette notion de l'énergie et l'eau sont des éléments de décision politique a du sens. Après, Sciences Po, c'est une minorité d'élèves et ça devrait être plus l'ensemble des élèves qui devraient penser ça, non? Mais moi, je crois que la diversité des élèves existe dans l'école, vraiment. Le choix de faire un double diplôme appartient aux élèves. Je ne vais pas leur imposer, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, voilà, c'est une option qui est ouverte, comme on a une option ouverte avec une école de management, comme on a une option ouverte avec un master d'énergie et de développement durable. Mais ce sont des options qui sont ouvertes, offertes. Donc l'ouverture, on essaye de la créer. Imposer cette formation-là, moi je le sens pas. Enfin, et ce qu'il faut comprendre également, peut-être, c'est que, c'est peut-être une porte ouverte, c'est une porte ouverte, mais on a quand même un nombre d'heures qu'on ne sait pas dépasser. Enfin, vous le savez aussi bien que moi, la formation d'ingénieur est exigeante. Ce qu'il faut, c'est qu'on reste dans ce qui est accessible aux étudiants de manière
comment dire, majoritaire, ce qui veut dire que il faut qu'on arrive à la fois. Alors, je vais revenir sur ce point. La première attente d'une entreprise, quelle qu'elle soit, c'est que l'ingénieur qui sort de l'école soit compétent sur les points de vue scientifiques, techniques et managériaux. Si on n'assure pas ça, à ce moment-là, on perd la couche de base. Voilà. Donc, quand on fait des choix dans cette école et sans doute dans les autres, on doit toujours avoir en tête que c'est vraiment cette compétence scientifique, technique et managériale qui est le substrat de l'ingénieur. Les formations complémentaires sur les doubles diplômes ou comment dire, la personnalité de l'étudiant, c'est un plus. Mais il faut qu'on assure cette couche-là. Et donc, il faut toujours qu'on arrive à tenir cette équation-là, maintenir un très haut niveau d'exigence sur ces formations-là, apporter tout ce qu'on peut apporter par ailleurs. D'accord. Mais les élèves sortant de prépa ont quand même un rythme de travail assez élevé, en tout cas plus élevé qu'en école d'ingénieur. Et est-ce que ce serait pas intéressant de réduire le nombre d'heures techniques, les mettre plus denses, parce que les élèves savent avoir un cours plus dense, et de remplacer ces heures supplémentaires par de la sociologie, de la politique, pour avoir une éducation, parce que l'ingénieur, plus tard, sera quelqu'un avec du pouvoir. Oui, j'entends bien ça, et puis, entre autres, vous avez sans doute remarqué que cette semaine était la semaine de développement durable, et qu'à l'occasion de cette semaine de développement durable, on a inauguré notre charte RSE, et que dans cette charte RSE, un des points, c'est acteurs citoyens. Donc, oui, on pourrait peut-être, pour certains, densifier et remplacer et tirer parti de cette densification pour amener d'autres matières. Mais en même temps, d'abord, vous ne sortez pas tous de prépa. Enfin, voilà, il y a aussi la sortie de prépa, ça fait pas la réussite. Quand on regarde le classement de sortie des étudiants, en fait, il est extrêmement brassé. Et on peut avoir des très très beaux profils issus de prépa qui se retrouvent en queue de promo parce que peut-être qu'ils n'ont pas trouvé ce qu'ils souhaitaient, ou peut-être qu'ils sont décrochés pour des tas de raisons, parce que c'est aussi un moment, l'école d'ingénieur, où on change de vie. Donc voilà, il y a cet élément-là. Et nous, la limite qu'on essaie de garder, c'est s'assurer que l'étudiant est dans de bonnes conditions pour réussir. Ça ne veut pas dire qu'il ne doit pas prendre de risques, ça ne veut pas dire qu'on ne va pas le mettre en situation de tâtonner, essayer des choses, éventuellement se planter, mais on doit le mettre en situation quand même pour que ce risque soit maîtrisé. Voilà. Donc, moi, le dernier point que j'ai envie de dire par rapport à ça, enfin j'entends vraiment la remarque, hein, mais le dernier point que j'ai envie de dire par rapport à ça, c'est, je pense qu'aujourd'hui, l'école offre des tas de possibilités de s'ouvrir. La formation aux sciences humaines et sociales est relativement vaste. Pas sur toutes les filières, et pas de manière uniforme. Parce qu'on a, encore une fois, une diversité de profils. Mais ce qu'on essaye de faire, c'est que quand vous choisissez un profil, vous savez ce qu'il y a derrière. Voilà. Donc, on en est là. Je pense que le dernier point aussi que j'ai envie de mentionner, c'est gardons du temps, en fait. Prenons du temps. Quand on a 3 ans pour former un ingénieur, c'est très court. Et moi, j'ai pas envie de faire du gavage, en fait. J'ai envie qu'il y ait des temps de respiration, des temps où on intègre les connaissances, des temps où on se les approprie, et que ce temps-là, en fait, ça soit pour vous, pour vous aussi vous permettre d'évoluer, de devenir quand vous rentrez étudiant sortant de prépa, pour 80% d'entre vous, à
ingénieur citoyen, parce que c'est comme ça qu'on se définit en sortant, responsable, capable d'intégrer des entreprises en prenant un certain nombre de responsabilités. Donc ce temps-là, il est nécessaire, en fait. D'accord. On va finir l'interview avec une dernière question. À la fin de chaque interview, on pose une question des enfants. On a des écoles primaires et lycées en partenariat. Et du coup, aujourd'hui, on a la question de Maxime, qui est en première année en CAP bijouterie, au lycée des métiers à Jean Gano. Et il pose la question suivante. Est-ce que de nouvelles énergies renouvelables sont sur le point d'être inventées et remplaceront les énergies renouvelables actuelles? Waouh. Ah, c'est une question difficile. Un futur à l'exécution. Ouais, c'est une question difficile. Bon, les énergies renouvelables, globalement, elles viennent toutes du soleil, qu'on le prenne de loin ou de près. Ce qui fait qu'on a une énergie sur la planète, c'est essentiellement notre interaction avec le soleil. C'est ce qui a permis de transformer des tas de sources d'énergie en ce qu'on appelle aujourd'hui des énergies fossiles. Et c'est ce qui peut aussi créer l'énergie solaire assez naturellement, mais l'énergie éolienne entre autres, etc. Donc, est-ce qu'on a d'autres sources renouvelables comme ça? Brutalement, j'ai envie de dire non, parce que la seule chose qui est durable, c'est le rayonnement solaire. Voilà. Et c'est ses effets, en fait. Le rayonnement solaire et ses effets. Donc, ce qu'on exploite aujourd'hui, c'est le soleil en tant que conversion directe via des panneaux photovoltaïques. Ce qu'on exploite aujourd'hui, c'est l'éolien en tant qu'effet, entre guillemets, de courant, au sens large. L'énergie hydraulique, qu'elle soit fluviale ou maritime. Tout ça, c'est quand même des impacts plus ou moins secondaires, mais au moins des impacts de ce rayonnement solaire. Donc, la réponse est peut-être malheureusement non, voilà, vu sous cet angle. Maintenant que la forme de conversion prenne d'autres expressions, ça c'est tout à fait possible. Peut-être qu'on inventera autre chose qu'un panneau photovoltaïque pour transformer l'énergie solaire en énergie électrique ou autre. Mais ça, là, on reste dans le domaine des perspectives. Voilà. D'accord. Merci beaucoup pour cette interview. Merci à vous. Merci à vous.